Allez, aujourd'hui, on plonge dans un récit qui nous emmène ailleurs, vraiment, au cœur d'un village dogon, un endroit qui semble figé dans le temps. C'est là, dans ce dédale de terre et de pénombre, que va se jouer une rencontre absolument déterminante. L'ambiance est tout de suite posée avec cette phrase « On se sentait nain perdu dans un puzzle ». Il faut s'imaginer ça, évoluer dans une architecture tellement complexe, tellement ancienne, qu'on s'y sent minuscule, complètement dépassé. C'est de là que tout part. Alors ce puzzle de terre, pour le saisir, il faut s'y perdre. On est à Ogol-du-Bas et le texte nous fait serpenter dans ces ruelles tortueuses. À chaque coin de mur, c'est une nouvelle forme, une nouvelle texture qui apparaît. Ce labyrinthe est juste fascinant. Ce ne sont pas de simples maisons, non, c'est un véritable enchevêtrement de formes géométriques presque pures, des pyramides tronquées, des cubes, des prismes. Et les murs eux-mêmes, on dirait qu'ils sont vivants, avec leur surface craquelée comme la peau d'un vieil éléphant. Tout ici raconte une histoire qui nous dépasse complètement. Mais ce cheminement un peu chaotique, il a un but. Il ne mène pas n'importe où. Il nous conduit vers la demeure de quelqu'un de spécial, quelqu'un décrit comme l'homme le plus étonnant des plaines et des roches. Forcément, l'attente monte d'un cran. Et nous voilà au moment crucial, la rencontre. Mais attention, ça ne se fait pas comme ça, en 5 minutes. C'est une approche lente, presque cérémoniale, qui débute dans l'obscurité d'une case. Il faut vraiment écouter cet échange. Le visiteur lance des salutations un peu formelles dans le vide, et depuis l'ombre, une voix lui répond. Une voix incroyablement claire, nette. Aucune hésitation, aucune faiblesse. C'est une voix qui impose le respect, bien avant même qu'on puisse voir le visage. Son apparition, c'est une vraie mise en scène, lente, mesurée. D'abord, juste un son, le frottement des mains contre les murs. Puis un autre, le tapotement d'un bâton qui sonde le sol. Ensuite, une silhouette se dessine. Une tunique brune, usée jusqu'à la corde, comme un vieux drapeau. Et enfin, l'homme se redresse. Chaque geste est lourd de sens. Ces premiers mots, ce n'est pas une salutation banale, c'est une invitation. Et il ne parle pas de la soif d'eau, bien sûr, mais d'une soif bien plus profonde, la soif de savoir. Il a tout de suite compris la raison de cette visite. Et là, c'est le choc. Cette voix si pleine de vie sort d'un visage ravagé, une blessure terrible. Ses yeux sont morts. Et c'est là toute la clé du personnage. Ce contraste saisissant entre la cécité physique et une vision intérieure immense, presque prophétique. Il n'y a que ses lèvres qui semblent encore vibrer de vie. Bon, la rencontre est faite, on se dit que la conversation va enfin pouvoir commencer, mais non. Pas du tout. Ce qui commence, c'est une recherche méticuleuse, quasi rituelle, du bon endroit pour parler. Et ça, c'est un indice capital. La parole qui va être délivrée est sacrée. Elle ne peut pas être dite n'importe où, ni entendue par n'importe qui. C'est l'essence même de la tradition orale. Chaque lieu potentiel est inspecté, puis rejeté. Devant la maison, impossible. Les femmes entendent tout. Dans la petite cour, non. Les enfants pourraient espionner. Dans la cour principale, bien trop exposée au regard des passants. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une conscience aiguë que le savoir est une chose puissante qui doit être protégée du monde profane. Et c'est à ce moment-là que le visiteur a le déclic. Il comprend. Toutes ces manœuvres, toutes ces précautions, c'est complètement disproportionné pour une simple vente. L'amulette n'était qu'un prétexte, une clé pour ouvrir une porte vers quelque chose de bien plus important. Une transmission de savoir. Enfin, ils sont assis. Ogotemele attend. Le silence est pesant. Comment on commence une conversation pareille? Comment instruire un étranger? C'est finalement le visiteur qui va briser la glace. Pas avec une question sur la création du monde, non, avec une question profondément humaine, personnelle. Cette question, c'est un coup de génie. Elle est directe, oui, mais elle est pleine d'empathie. Elle relie la condition présente de Gutemeli à son passé de chasseur. Et ça ouvre la porte à son histoire personnelle, bien plus qu'à un savoir abstrait. Et la réponse de Gutemeli, elle fuse, immédiate, et elle est d'une profondeur philosophique immense. Il ne parle pas juste d'un accident. Il le rattache à une loi universelle de son monde, l'acte de tuer, même pour se nourrir, a des conséquences. Il fait un lien direct entre son métier et la tragédie de sa vie. Et l'ampleur de cette tragédie, la voilà. Les chiffres sont bruts, sans aucun pathos. 21 enfants. Il n'en reste que 5. On comprend soudain que derrière le sage, il y a un homme qui a traversé une souffrance qu'on peut à peine imaginer. C'est de ce terreau-là qu'est née sa sagesse. Son parcours, c'est celui d'une double transformation. D'abord, un chasseur incroyable, le plus habile de tous, alors qu'il était déjà borgne depuis l'enfance. Et puis, après l'accident qui le rend totalement aveugle, il se tourne entièrement vers l'intérieur. Toute son énergie, son intelligence, il les a réorientées vers le monde de l'esprit, ce qui a fait de lui l'une des consciences les plus respectées de toute la région. On termine donc sur cette interrogation.
Les croyances d'Ogoté-Mélé, comme toutes les croyances, elles aident, elles donnent un sens, mais elles n'ont pas empêché le malheur de frapper. La vraie question, c'est quel type de savoir un homme forgé par une telle perte est-il sur le point de transmettre? Ce n'est pas un savoir appris malgré la souffrance, mais un savoir qui est né de la souffrance. C'est ça, toute la promesse de la parole qui va suivre. Si ce récit vous a touché, la meilleure façon de le faire savoir, c'est d'aimer, de partager et de laisser un commentaire. Le soutien est vraiment essentiel.